Bonjour et bienvenue dans le numéro 22 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale dédiée à l'étude de la problématique de la défense des droits parentaux, surtout et y compris dans la situation de séparation conflictuelle, les divorces, la résidence alternée, tout ça. Aujourd'hui, un spécial souffre. Nous allons aborder des sujets qui sentent le brûler et qui font polémique. Avec un entretien privilégié avec monsieur Jean Gabard sur le féminisme et ses dérives, du mal dominant au père contesté, rendre un père à l'enfant roi. Nous en parlerons avec monsieur Gabard en seconde partie d'émission durant quasiment une demi-heure. Auparavant, nous aurons également un entretien avec monsieur Patrick Guillot, lui aussi auteur, misogynie, misandrie, il y a deux sexismes. Nous lui demanderons pourquoi monsieur a écrit 3 livres sur la cause des hommes et quand les hommes parlent, et s'il estime véritablement que la société est anti-masculine. Nous lui poserons donc la question. Tout ceci après une interview de monsieur Jean-Jacques Darras pour le spectacle de danse Meioz et les actualités. Ne quittez pas, c'est à tout de suite. Vous êtes sur RLP 102.3. Mais tout d'abord, l'actualité. En cette rentrée, le 5 septembre, aura eu lieu la manifestation devant l'Assemblée nationale à partir de 10h du matin, organisée par le collectif Un enfant, deux parents. Nous reviendrons dans la prochaine édition avec des interviews, j'espère, de Toiti, Toumani et Anne-Marie. Vous êtes sur RLP 102.3. Avant d'aller plus avant, je voudrais maintenant faire une petite partie dédiée à la calomnie, les rumeurs et les ragots. Ce sont des mots qui tuent. Nous estimons en France qu'il y a entre 2500 et 3000 pères qui se suicident par an. Nous n'avons pas les chiffres de ceux qui se pendent, tout simplement car ils ont été accusés à tort par la rumeur, mais il faut faire extrêmement attention à ce que l'on entend et ce que l'on relaie. Diffamer, il en restera toujours quelque chose. Le concept est extrêmement simple. Voilà, moi je vais vous dire, vous à 15 ans, vous avez volé dans les magasins. Allez-y, démontrez-moi que c'est pas vrai. Et le jour où tout le monde s'y met, les parents de l'école, vos voisins, vos amis, vous n'avez plus qu'à vous pendre. Dans ce contexte, nous avons posté une vidéo sur la page Facebook de l'association cette semaine où l'on voit un pauvre monsieur se faire accuser par son ex-conjointe d'un coup de tête avec un hématome, dit-elle, de 8 cm sur 10 sur une joue. Elle se rappelle plus sur quelle joue et donc elle porte plainte. Et donc le monsieur est convoqué en correctionnel et il y a une caméra là pour la télévision. En fait, monsieur dit que c'est pas vrai. Il dit que le passage de bras s'est déroulé sur le trottoir à l'extérieur et non pas chez lui. Il dit qu'elle invente tout. Madame n'a absolument aucune preuve, donc elle a un certificat médical disant qu'il y a quelque temps, elle a eu une marque sur la joue, un hématome. Elle se rappelle plus très bien sur quelle joue. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de casier judiciaire. Monsieur est condamné à de la prison avec sursis ainsi qu'avec une amende et des dommages et intérêts. Voilà, ça c'est la justice, c'est l'hystérie ambiante qu'il y a et le problème des fausses accusations dont nous avons parlé avec monsieur Pierre Durand dans une émission précédente. Il faut savoir que ce genre de jugements sont extrêmement douloureux et surtout très embêtants ensuite pour avoir les droits de garde. Parce que quand vous avez eu une condamnation pour violence, on ne vous confiera pas vos enfants. Donc il faut faire extrêmement attention. De plus, même sans jugement, même sans condamnation, certaines rumeurs, certaines accusations, certains ragots peuvent avoir des effets désastreux. Alors,
Comment réagir lorsque vous avez rien fait, mais que des rumeurs arrivent sur qui s'emballent et on vous accuse de tout, de n'importe quoi, sans absolument aucune raison, qui n'a été reliée à aucune réalité, et même qui ne correspond à aucune procédure judiciaire, aucune démarche, aucun semblant de réalité. Comment faut-il faire? Alors, il y a la jurisprudence d'Oust-Blazy, qui à une époque avait été accusé de pédophilie de manière... ça s'est révélé être de la pure calomnie, et pourtant c'est quelque chose qu'il a suivi durant un certain temps. Donc il faut attaquer. Il faut attaquer en diffamation systématiquement. Dès que quelqu'un fait une allusion ou relaie de telle calomnie, c'est du pénal. Cela relève du pénal. C'est de la prison ferme. Donc il faut aller voir l'avocat, une attestation, citation directe. Vous les mettez devant le juge là et vous les attaquez jusqu'à ce que les gens se taisent. Ça, c'est la façon de faire quand vous avez de l'argent et que vraiment ça devient invivable. Vous pouvez éventuellement, c'est un peu ce que moi je tente plutôt de faire, d'expliquer et surtout de dire le mal que cela vous fait, surtout lorsqu'il n'y a absolument aucun fondement dans ce genre de discours. À tout le monde, n'oubliez pas que pour avoir la résidence alternée, pour avoir le droit de vous occuper de vos enfants, dans l'ambiance actuelle de la France du XXIe siècle, il faut être clean, il faut être extrêmement propre. J'encourage donc tout le monde à rester le plus serein possible et à se comporter correctement. Ne descendez pas de la voiture lors des passages de bras si la situation est compliquée et tendue. Si ça sent le guet-apens, faites-vous accompagner. Prenez le plus de distance possible, ne faites aucune friction devant les enfants, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre et surtout, ne vous énervez jamais, car lorsque les gens sont enclins à vous accuser de violence, si vous tentez de vous affirmer un peu trop et d'être trop présent, ils vont vous faire des procès en agressivité. Alors voilà, messieurs, surtout messieurs, mesdames moins, parce que vous êtes moins, concernés par cette espèce d'hystérie ambiante. Mais messieurs, tenez-vous bien, tenez-vous à distance, et puis lisez Kipling, vous savez, tu seras un homme mon fils. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, tu seras un homme mon fils. Vous êtes sur RLP 102.3. Méiose ou la rencontre de deux êtres qui provoquent la création d'une cellule qui se subdivise pour aboutir à un miracle, l'enfant. Monsieur Jean-Jacques Darras sur RLP. RLP 102.3 avec Jean-Jacques Darras, vous l'avez vu sur le clip de Marion Rock, Monsieur le Juge, c'est le danseur qui a effectivement travaillé plusieurs fois avec elle sur scène. Jean-Jacques danse depuis une trentaine d'années, il est enseignant de danse et il vient de monter le spectacle Méiose qui se produira en janvier 2021 avec plusieurs collaborateurs de renom sur Bayonne. Jean-Jacques, vous êtes là ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous un petit peu vous présenter pour nos auditeurs, nous dire ce que vous faites et quel est donc ce spectacle Méiose que vous avez mis au point pour nous? Alors je me présente Jean-Jacques Darras, alias Kid Gazé. Je suis un danseur, un trumper plus précisément, et professeur de danse, chorégraphe, ainsi que conducteur de grue, tout en étant papa d'un petit garçon de 9 ans et d'une toute petite fille de 3 mois. Et du coup, on a fait une petite création de 50 minutes, en fait. Et c'est une pièce chorégraphique entre théâtre, danse, vidéoprojection, avec justement le clip de Marion Rock, Monsieur le Juge, et un petit peu de musique live pour le droit des enfants. D'accord, vous êtes plusieurs sur scène? Oui. Alors on est, il y a 2 personnes. Il y a moi-même et il y a ma collaboratrice, c'est Candice Belair. Et Candice Belair, c'est une danseuse qui a fait le tour du monde et elle a travaillé avec Reda, une danseuse en puissance avec une touche de douceur incroyable. Et du coup voilà, on a décidé de monter ce spectacle-là en fait pour les droits des enfants, comme je vous ai dit. Et on raconte
simplement les souffrances d'une séparation parentale à travers plusieurs points de vue. Celui d'un père qui est privé de ses enfants, en fait, car la maman a décidé que le papa ne valait pas le coup. Et l'autre histoire, c'est celui d'un papa qui a abandonné ses enfants. Et là, du coup, on a le regard d'une petite fille qui vit ces instants de séparation et quelles conséquences ça aura sur toute sa vie. Et on est accompagné, façon de parler, par une voix off. C'est une pseudo psychanalyste pour nous aider à avoir une ligne conductrice. Et pour lâcher un peu la pression, on a fait appel à Sébastien Bonnet, un artiste hallucinant, un musicien, un chanteur, qui va nous faire redescendre la pression avec son talent, en fait. Donc de la danse, de l'interprétation, du dialogue, de la musique remixée, de la création musicale et aussi de la musique jouée live. Tout à fait. Tout à fait. Durant 50 minutes, et vous allez donc commencer à la MJC de Bayonne, c'est ça? Oui, voilà, on est aidé par Monsieur Barrigol, qui est à la MJC à la MVC de Bayonne. Et du coup, on a prévu de faire le premier spectacle qui va se dérouler normalement au mois de janvier 2021. Et à partir de ce spectacle-là, on va essayer de faire venir des directeurs de centres sociaux ou de festivals qui travaillent sur l'égalité parentale ou sur les droits des enfants, pour justement amener notre création à pouvoir aider des personnes dans le besoin et à essayer de discuter et de comprendre ce phénomène qu'il y a avec cette justice qui est un peu inadéquate de nos jours. Oui, non, mais il y a plusieurs façons de porter un message. L'art en fait partie. La création musicale et la danse sont des moyens nobles de s'exprimer. Donc après Bayonne, vous irez jouer, vous m'avez dit, aussi à un autre endroit. Normalement, au théâtre de Rion-des-Landes. Puis vous cherchez effectivement des dates. Alors il faut savoir que ce spectacle a été monté depuis janvier 2020, que vous auriez dû le produire et le démarrer en avril 2020, mais que via le confinement, tout est un petit peu décalé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Vu que on sait pas encore comment ça va se passer pour le mois de septembre, du coup la saison est décalée directement au mois de janvier. D'accord. Bon bah écoutez, que tous les gens du Sud-Ouest sur Bayonne aillent voir, donc ils vont chercher Jean-Jacques Darras, D-A-R-R-A-S, le spectacle Meyoz. Il y a un site internet quelque part peut-être, une page Facebook? On a une page Facebook, c'est Candice Belair Darras Jean-Jacques. Alors pour Candice Belair, c'est D-E-H-L-E-R-T et à la suite Darras Jean-Jacques, D-A-2-R-S. Et sinon sur YouTube, vous pouvez voir des extraits de Meyoz, en fait, une vidéo faite par Thomas Blin, un super artiste visuel. En fin de compte, il nous a mis grave en valeur, et il a mis grave en valeur notre message. Et à travers ces quelques vidéos, à mon avis, vous allez vous faire une idée concrète de ce que ça va être, en fait. Oui, je les ai regardés, c'est quand même assez joli. De toute façon, tous ceux qui vous ont vu danser sur le clip de Marion voient à peu près à quel niveau on se situe. Donc moi, je recommande aux gens du Sud-Ouest d'aller voir Meyoz avec Jacques Darras et puis Saint-Belair. C'est pour un coût qui est modique, et puis on espère qu'un producteur vous remarquera et que peut-être les centres sociaux, les MJC vous ouvriront leurs portes et que vous pourrez tourner un petit peu. Voilà. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Écoutez, Monsieur Darras, Jean-Jacques, merci beaucoup. Et puis, tenez-nous informés si vous avez des dates, des actualités, on vous relaiera tout ça. Voilà. Ok. Et si je puis me permettre, une grosse dédicace à Marion Rock et à Vladimir Torres. Parce que franchement, ils m'ont grave aidé dans ma construction, en fait. Du coup, c'était juste une grosse dédicace à eux. Ah, on a fait une émission spéciale Marion, elle est adorable, franchement. Elle a des chansons d'une force, enfin, ce sont des thèmes qui transportent et qui remuent. En plus, elle est disponible, et vous n'êtes pas le premier à me dire que quand on lui demande des choses, effectivement, elle est là. Voilà. Très bien. Ouais, c'est des grandes personnes. Oui. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir.
Vous êtes sur RLP 102.3. Misogynie, misandrie, sexisme, masculinisme, nous avons cherché à comprendre ce que l'on nous reproche parfois lorsque nous prenons la défense de l'équité parentale et du droit des papas et des parents de manière générale, et nous sommes donc allés voir monsieur Patrick Guillot. Alors, sommes-nous vraiment dans une société anti-mec ? RLP 102.3 aujourd'hui avec Patrick Guillot, le webmaster du site lacausedeshommes.com, site bien connu sur internet, existant depuis 15 ans, faisant une centaine de visites par jour, et également fondateur de l'association GES, groupe d'études sur les sexismes. Monsieur Patrick Guillot est auteur de plusieurs livres sur la cause des hommes et la misandrie. Monsieur Guillot, êtes-vous avec nous ? Absolument. Oui, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je voulais vous donner un petit peu la parole aujourd'hui afin d'avoir votre avis sur certaines questions qui parfois tournent autour de nos problématiques. Qu'est-ce que, à votre avis, la misandrie ? Pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin d'écrire sur ce sujet ? Et pourquoi surtout est-on désigné, voire insulté comme masculiniste dès que l'on aborde ce thème ? Qu'est-ce qu'un masculiniste et qu'est-ce qu'on nous reproche exactement ? Allez-y, je vous en prie. D'accord, alors il faut d'abord définir le terme misandrie parce que dans la vie courante, on s'aperçoit assez rapidement que c'est un terme qui est pas très connu. Beaucoup de gens qui le connaissent pas ou qui le connaissent mais qui ne connaissent pas sa définition. Donc la misandrie, c'est le sexisme contre les hommes. C'est le pendant de la misogynie. Mais quand on parle de sexisme en France et dans les autres pays développés d'ailleurs, quand on parle de sexisme dans le domaine politique, dans le domaine sociologique, social, on en parle toujours au singulier et on en parle toujours comme d'une attitude de mépris par rapport aux femmes ou une attitude de discrimination par rapport aux femmes. Alors moi-même et mes amis, ce que nous pensons, ce que nous constatons, c'est que d'abord il existe deux sexismes. Le deuxième, c'est pas le deuxième d'ailleurs, c'est l'autre. L'autre sexisme, c'est la misandrie, c'est le sexisme contre les hommes, et il est bien présent et bien installé dans la société, dans diverses procédures, dans diverses lois, et puis surtout dans la tête des gens. Parce que dans la tête des gens, c'est un petit peu toujours les hommes qui font les choses répréhensibles, et c'est un petit peu toujours les femmes qui sont les victimes de ces choses répréhensibles. Voilà, alors nous avons décidé de dénoncer les abus les plus criants et d'essayer d'obtenir des rectifications. Alors, vous avez pour cela écrit 3 ouvrages. Le premier, Quand les hommes parlent, aux éditions Le Souffle d'Or en 2002. Ensuite, La cause des hommes chez Option Santé en 2004. Ainsi que Misogynie, misandrie, il y a 2 sexismes aux éditions de Varly en 2018. Avez-vous des éléments concrets qui vous font dire et penser que la société française tendrait vers la misandrie et donc qui aurait clairement parfois une attitude anti-masculine ? Il suffit de regarder la composition des ministères. Il y a toujours eu, en tout cas depuis 40 ans, il y a un ministère des droits des femmes. Parfois, ça s'appelle secrétariat d'État aux droits des femmes, etc. Il n'y a jamais eu l'équivalent du côté des hommes. C'est comme si seules les femmes avaient des problèmes à régler dans la société et comme si les hommes, eux, n'avaient aucun problème. Enfin, on peut répondre parce que ça ne nécessitait pas. On peut dire que tout ceci vient d'une époque où tout était aux mains des hommes et rien aux mains des femmes. Donc, il était nécessaire de trouver un espace pour contrebalancer ceci. Oui, c'est ce qu'on dit pour justifier ce déséquilibre. Mais dans la réalité, les hommes aussi, ils ont beaucoup de problèmes. On peut prendre, il faut prendre des exemples concrets. Vous n'êtes pas un partisan de la société patriarcale et vous ne pas du tout. Moi, je suis pour. Il faut le dire, il faut l'expliciter. Absolument, je suis pour l'égalité des droits. Voilà. D'accord. Je suis pour l'égalité des droits, l'égalité en droit, en devoir et en dignité des hommes et des femmes. D'accord. Mais il y a quand même des discriminations contre les hommes qui existent et qui sont manifestes et qui sont spectaculaires. Par exemple, dans la loi, il y a
il y a plusieurs dispositifs légaux qui permettent de contraindre un homme à reconnaître une paternité non désirée ou à l'assumer financièrement. C'est-à-dire qu'une femme peut impunément, entre guillemets, faire un enfant à un homme contre sa volonté, sans le prévenir, sans lui demander son avis, et même ensuite, une fois l'enfant né, lui demander de le reconnaître ou lui demander d'assumer financièrement son éducation. Ça, c'est une discrimination qui est typiquement dans la loi. Il n'y a aucun dispositif légal qui permette à un homme à qui une femme a fait un enfant, qui lui permette de se dégager de l'obligation d'assumer ensuite cet enfant. Il y a un phénomène qui est bien connu. Alors là, c'est pas dans la loi, c'est l'application sexiste de la loi. C'est dans le domaine des séparations et des divorces. Il est bien connu qu'il y a une faible proportion d'attribution de la résidence alternée des enfants aux pères séparés des divorcés qui la demandent. Il y a très peu de pères séparés divorcés qui obtiennent la résidence alternée de leurs enfants, bien que ce soit leurs enfants, parce que les tribunaux sont imprégnés eux-mêmes de cette philosophie sexiste, de cette philosophie misandre qui imprègne le reste de la société et qui, en l'occurrence, affirme ou suggère que les femmes, que les mères sont beaucoup plus aptes que les pères ou les hommes à éduquer les enfants. Ça, c'est une discrimination implicite, elle n'est pas dans la loi, elle est appliquée dans les tribunaux. Oui, sur ce point, nous ne vous contredirons pas, malheureusement. Vous voyez d'autres exemples ? Oui, alors l'exemple des violences, en particulier les violences conjugales. Alors l'idée dominante dans la société, c'est que les violences conjugales sont uniquement le fait des hommes qui seraient violents et les victimes seraient uniquement les femmes. Et pourtant, il y a 30, 40 ans que des enquêtes publiées aux États-Unis, au Canada et en France aussi, il y en a maintenant, depuis 2008, montre que une partie importante, peut-être la moitié, des victimes de violences conjugales sont des hommes. Pourtant, tous les fonds d'État qui sont alloués à la lutte contre cette violence conjugale, tous les services, tous les centres d'accueil, tous les appartements d'urgence, toutes les aides aux victimes de violences conjugales sont consacrées aux femmes victimes exclusivement. Alors, ce que nous avons constaté, nous, effectivement, c'est que le discours ambiant lutte contre les violences conjugales, ce qui est une bonne chose, hein. C'est bien de lutter contre les violences conjugales, et malheureusement, effectivement, comme vous l'indiquez, ne sont orientés dans une lutte que dans un seul sens. Bon, ouais. Peut-être qu'effectivement, il y a plus de décès, il y a plus de cas graves dans certaines directions, peut-être un regard historique, mais nous aurions effectivement voulu, nous, que la lutte se fasse pour toutes les violences. Nous avons des adhérents d'associations qui sont des hommes battus, ils sont quand même, c'est difficile d'aller porter plainte quand on est un homme, c'est difficile d'assumer cela socialement. Nous estimons que lorsque vous êtes un homme ou un père, vous avez été calomnié injustement d'événements graves et qu'il faut ensuite vivre avec, c'est une souffrance, c'est une maltraitance et qu'elle n'est absolument pas reconnue par la société. Effectivement, il aurait été bon que l'on généralise et non pas que l'on se porte uniquement sur les féminicides, mais qu'on essaie de protéger toutes les victimes de toutes les violences de manière équitable. Sur ceci, la position de l'association est assez claire. Oui, donc on se retrouve d'accord et on doit se retrouver d'accord aussi sur le problème des fausses accusations. Les fausses accusations, ça consiste pour une femme ou une jeune fille à désigner un homme comme l'ayant violé, comme l'ayant abusé sexuellement. Et ce qui est tout à fait légitime, sauf que là aussi il y a un préjugé du côté des tribunaux et du côté de l'opinion, un préjugé qui va immédiatement, avant toute présentation de preuves, qui va immédiatement en faveur de la présumée victime. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont été condamnés, qui ont vu leur vie ruinée, parce qu'ils ont été condamnés pour agression sexuelle, alors que leurs accusatrices n'ont pu présenter aucune preuve ni aucune version sérieuse qui accrédite leur accusation. Nous avons posté une vidéo sur la page Facebook cette semaine d'une caméra dans une audience en correctionnel d'un homme qui est accusé par son ex-conjointe de violence. Elle n'a absolument aucune preuve. Elle n'a absolument aucun élément concret à présenter. Monsieur n'a aucun casier judiciaire, n'a aucun antécédent. Il indique que tout ceci c'est de la fabulation. Il est condamné à une amende et de la prison avec du sursis. Voilà,
Ouais, exactement, mais ça. La vidéo est en ligne sur la page Facebook de l'association Équité Parentale, on l'a mis cette semaine, elle est visible, ça se passe comme ça. Voilà. C'est effectivement des choses qui se passent régulièrement. L'exigence de la preuve dans ce domaine de délit, on dirait qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas besoin de preuve, il suffit de la parole de l'accusatrice. Pour enchaîner, puisque nous sommes sur le constat qu'effectivement il y a de sexisme et que la misandrie mérite effectivement qu'on la regarde de face pour l'affronter et la comprendre et la prendre en considération, comment voyez-vous l'évolution de la société actuelle de par votre regard et vos études? Pour les hommes, la société actuelle n'est pas une évolution très favorable. On vient de parler de plusieurs problèmes, il y en a d'autres. Au niveau de l'embauche, par exemple, comme il y avait par le passé des métiers qui étaient interdits aux femmes, maintenant il y a des métiers qui sont interdits aux hommes. Par exemple, le secrétariat. On n'embauche plus, on n'embauche jamais de secrétaire homme. Ça va même plus loin. Les sections scolaires qui enseignent le secrétariat, les garçons n'y vont plus. C'est pas qu'ils aient pas envie d'être secrétaires, mais ils savent que une fois qu'ils auront leur diplôme de secrétaire en poche, ils ne trouveront pas de travail. Donc c'est même pas la peine qu'ils essayent. Tous les métiers de la petite enfance aussi, les hommes sont accueillis de plus en plus de méfiance. On en voit de moins en moins. Il y a tous les problèmes de quotas qui sont mis en place dans les élections, les diverses élections politiques où il faut tant % de personnes de tel sexe. Ça, c'est typiquement de la discrimination. Ça marche des deux côtés. D'ailleurs, il y a déjà quelques cas où c'est des femmes qui ont été éliminées parce qu'il y avait trop de femmes élues. Donc, c'est absurde parce que ça va exactement dans le sens opposé où cherche à aller la loi. Un défaut français qui consiste à tenter de tout régler, tout légiférer, tout décider, tout réglementer et qui produit parfois certaines aberrations. D'accord. Écoutez, nous allons rappeler vos ouvrages. Monsieur Patrick Guillot. Alors, Misogynie, misandrie, il y a deux sexismes aux éditions de Varly en 2018. Je suppose qu'il est disponible sur Amazon. Il est disponible sur Amazon et sur les autres sites de vente de livres. D'accord. La cause des hommes, option santé en 2004, ainsi que Quand les hommes parlent chez Le Souffle d'Or en 2002. Écoutez, vous avez un projet de nouvel ouvrage qui arrive? Non, pas pour l'instant. Bon. Écoutez, nous vous remercions beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps et nous vous souhaitons une excellente continuation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir. De m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. L'entretien de la semaine avec Monsieur Jean Gabard, que nous remercions beaucoup d'être venu et d'être disponible pour nous sur RLP. Monsieur Gabard a sa page dédiée sur Amazon. Il est auteur de plusieurs livres. Et voici ce que nous nous sommes dit ensemble par téléphone il y a quelques semaines. Bonjour, aujourd'hui sur RLP 102.3, nous sommes avec Monsieur Jean Gabard, auteur du livre « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », ainsi que de Materner et éduquer, refonder l'école aux éditions de Paris. Monsieur Gabard, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour discuter un petit peu de la masculinité, de la paternité, de la place du père au XXIe siècle, de l'éducation de manière générale. Vous êtes, je crois, c'est un vaste sujet, énorme, d'actualité et qui passionne beaucoup de gens. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, qui vous êtes et d'où vous venez? Parler de moi, qui je suis, je dirais plutôt ce que je fais et ce que j'ai fait. Oui. J'ai enseigné pendant une trentaine d'années et depuis 2006, l'année où j'ai sorti mon premier essai, donc Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi, je fais des conférences. J'ai fait des conférences un peu partout en France, un peu en Suisse, en Belgique, plus d'une centaine en tout. Et j'en fais un petit peu moins maintenant parce que on a tendance à me censurer un peu. Je représente un danger pour certains apparemment et certains n'ont pas tellement envie que j'exprime mon point de vue. On vous a quand même croisé sur les plateaux de la deuxième chaîne, de Canal 8, de TV Liberté, oui. On vous a vu en Belgique. Oui. J'ai eu la chance donc au début dès l'apparition de mon livre d'être invité à des télévisions donc, et ceci bien sûr a contribué à me faire connaître
Et ensuite, j'ai enchaîné, bien sûr, d'autres télévisions, des radios un peu dans toute la France, pareil, hein, sur France Bleu ou sur RTS. D'accord. Et donc, vous avez été enseignant durant plus de 30 ans en collège et lycée, vous m'aviez expliqué. Donc, vous avez un aperçu très clairement de la société, de la jeunesse, des problématiques d'enseignement, parce qu'un professeur, c'est aussi un enseignant. Et vous avez aussi également suivi, je crois, une formation. Oui, j'ai suivi pas mal de formations, pas mal de séminaires sur la psychologie de l'enfant et notamment sur la psychogénèse, donc qui parle de la construction du psychisme. Donc c'est sûr que d'abord, au départ, il y a eu mon métier d'enseignant qui m'a fait prendre conscience un petit peu des difficultés de certains élèves, parce que je m'apercevais que plus les méthodes s'amélioraient, parce que les méthodes se sont considérablement améliorées depuis les années 1970, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, mais malgré l'amélioration de ces méthodes, les résultats allaient plutôt dans le sens contraire. Et je me suis aperçu donc que certains élèves avaient notamment énormément de difficultés à accepter les limites. Et ne pas accepter les limites à l'école, c'est un peu gênant parce que tout ce que l'on demande de faire, c'est de respecter des règles, les règles de l'orthographe, de la grammaire, du calcul, etc., etc. Donc je me suis posé des questions à partir de ce moment-là et c'est là donc je me suis mis à rechercher moi-même, déjà au niveau de la pédagogie, parce que c'était d'abord mon métier, et très vite ça m'a amené donc à étudier les relations entre les adultes et les enfants, et ensuite entre adultes, entre père et mère, donc un très vaste sujet donc qui concerne l'éducation des enfants. Alors, venons à ce premier ouvrage, Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi. Qu'y a-t-il donc de si sulfureux dans ce livre qui vous veut s'élever de barrières? Expliquez-nous. Ce qui est de sulfureux, surtout pour certains, c'est uniquement le titre. Hein. Il y en a qui sont pas allés plus loin que le titre. Un homme qui critique un peu le féminisme, pour certains, c'est forcément un réactionnaire, un masculiniste, et donc certains ne sont pas allés plus loin. Pourtant, dans ce livre, je parle bien sûr du féminisme et de ses dérives. Je ne dis jamais que le féminisme est une dérive. Je parle du féminisme et je dis que dans le féminisme, il y a des dérives. Et notamment, je note au moins 2 grandes dérives, et peut-être une troisième. La première dérive, c'est la confusion entre la liberté et la toute-puissance. Et la deuxième, c'est la confusion entre l'égalité en droit et le droit à l'égalité. Et la troisième dérive, je dirais, c'est que certains féministes sont entrés dans une idéologie, et une idéologie qui a tendance même à devenir totalitaire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'acceptent absolument plus de se remettre en cause, qui n'acceptent absolument plus les critiques, qui sont persuadés d'avoir la vérité. Alors, on va déminer un petit peu. Quelle est votre définition du féminisme? La définition du féminisme, pour moi, c'est avant tout le fait de réclamer l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Et là, je me considère comme féministe parce que c'est quelque chose que je défends depuis 50 ans et que je défendrai toujours, je crois. Mais cette définition, nous le sommes tous. Je veux dire, nous à l'association, ici, moi-même, nous sommes totalement sur cette ligne. Oui, mais je crois que beaucoup de personnes qui, comme moi, peuvent critiquer le féminisme sur certains points sont très souvent pour l'égalité en droit. Il me semble d'ailleurs que cette égalité en droit s'impose d'autant plus qu'il n'y a pas égalité homme-femme. S'il y avait égalité en droit, s'il y avait égalité homme-femme, égalité totale, il n'y aurait même pas besoin qu'il y ait égalité en droit, ça coulerait tout seul. Ou l'article 1 de la Constitution française, que j'aime beaucoup citer sur cette antenne, nous indique qu'il y a égalité en droit de manière théorique. Hein, c'est il doit y avoir égalité en droit, et donc effectivement il faut lutter pour que cette égalité en droit soit respectée. Oui, d'accord. Vous êtes sur RLP 102.3. Oui, donc RLP 102.3, retour avec monsieur Jean Gabard sur ce deuxième ouvrage, Materner ou éduquer, refonder l'école, aux éditions de Paris. Tiens, éditions de Paris qui sont rue des Saints-Pères, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, ça me rappelle quand j'étais enseignant à Paris 5, c'est un bon souvenir. La fac est dans la même rue, je crois. C'est un ouvrage qui est sorti. Oui, en 2016. Qu'y a-t-il dans cet ouvrage et quels sont les grands thèmes? Alors,
de la même façon que dans le premier, je dénonce un petit peu des dérives, et notamment au niveau de l'éducation des enfants, dérives qui commencent d'ailleurs par une dérive au niveau des relations hommes-femmes, hein, bien sûr, puisqu'on confond égalité en droit et droit à l'égalité. Et là, dans ce deuxième exemplaire, donc, je parle surtout des dérives à l'école, qui sont un petit peu les mêmes que dans l'éducation des enfants dans la famille. C'est-à-dire que, de la même façon que dans la famille, quand on veut l'égalité entre l'homme et la femme, il me semble que les fonctions symboliques de père et de mère ne peuvent plus être jouées. Eh bien, c'est la même chose à l'école. L'école ne joue plus la fonction de père, qui devrait être la sienne pour qu'il y ait instruction et éducation. Parce que pour moi, les deux sont étroitement liés. Il ne peut pas y avoir instruction s'il n'y a pas aussi éducation. Alors, est-ce que vous pourriez définir, à votre regard, la définition de la fonction de père? Oui. Le mot père paraît très simple au premier abord, mais en fait, dans le mot père, il y a trois dimensions, et trois dimensions qui sont très différentes. La première dimension de père, c'est le géniteur. Là, c'est au niveau physiologique, au niveau biologique. La deuxième dimension, c'est la dimension imaginaire, donc celui qui donne l'image d'un homme, et affective, donc celui qui a de l'affection pour l'enfant, qui lui donne de l'affection. Et ça, on peut dire que le seul nom que l'on trouve actuellement, c'est le terme de papa, hein, qui est dit assez naturellement. Et la troisième dimension qui actuellement a tendance à disparaître, c'est la fonction symbolique, et c'est la fonction symbolique de père, de la même façon qu'il y a la fonction symbolique de mère. Pendant très longtemps, les hommes ont cru jouer uniquement la fonction de père, mais très souvent l'ont joué très mal, et en se prenant au sérieux, étaient très souvent dans l'autoritarisme plus que dans l'autorité. Et ces hommes jouaient très peu le rôle affectif. Ils étaient très distants, justement par peur de perdre leur autorité. Aujourd'hui, on a le contraire, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus de cette fonction d'autorité qu'on confond à l'autoritarisme, et très souvent, ils se contentent du rôle affectif de père. Et c'est tant mieux, parce que, effectivement, enfin, pas tant mieux qu'ils s'en contentent, mais tant mieux qu'ils jouent de mieux en mieux cette fonction affective, parce que c'est très important que le papa joue un rôle affectif auprès de l'enfant. Même si certaines mamans croient qu'elles le jouent beaucoup mieux qu'eux, je dirais que c'est pas beaucoup mieux, simplement c'est un rôle affectif qui est différent. La maman et le papa jouent un rôle affectif qui est différent. Alors vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous avez senti une évolution du comportement des enfants et surtout des méthodes éducatives de l'éducation nationale depuis les années 80? Depuis les années 80 et même depuis les années 70, on peut dire que, de même que dans la famille, la fonction de père ne se joue plus et qu'on a des élèves de plus en plus qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas intégré les limites. Et en plus, l'école va dans ce sens, c'est-à-dire elle ne compense pas le manque qu'il peut y avoir parfois dans la famille, elle se contente d'être dans un rôle maternel, c'est-à-dire de satisfaire les enfants le plus possible, d'aller dans leur sens, sans vraiment leur donner des limites et les éduquer. Et ceci est, à mon avis, assez catastrophique pour l'éducation nationale, parce qu'on a des enfants qui apprennent de moins en moins, qui travaillent déjà de moins en moins et qui apprennent de moins en moins. Ils sont pas plus bêtes qu'avant, mais ils n'apprennent pas puisqu'ils ne respectent pas les règles. Moi, j'ai eu des enfants à l'école qui me confondaient sédentaire et célibataire, et pour eux c'était la même chose. Ils me disaient, oh, mais ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Donc même les règles du vocabulaire n'étaient pas respectées. Alors quand on pense aux règles de grammaire, c'est pratiquement, on me répondait, je fais ce que je veux, quoi. Dans ces conditions, l'enseignant ne sert pas à grand chose. Ah, ça c'est évident, là, s'il n'y a plus de règles, on ne peut plus instruire. Pour instruire, ça veut dire qu'il faut apprendre. Pour apprendre, il faut un peu de contraintes. Et oui, il faut oui. un petit peu d'effort. Vous me disiez que vous exerciez dans un établissement qui pourtant était relativement privilégié. Vous n'étiez pas au Oui, centre j'exerçais dans un établissement qui était relativement privilégié, mais avec des élèves qui n'étaient pas, bon, ils passaient pas d'aussi graves problèmes que dans certains établissements, mais énormément d'élèves ne respectaient pas les règles. Et quand vous avez dans une classe de 30 élèves, déjà 30 élèves, ça fait à mon avis déjà beaucoup. Quand vous en avez 10 ou même 15 qui ne respectent pas les règles, les 15 autres ont des difficultés à travailler, quoi. Alors d'où vient à votre avis cet effet de
dégénérescence, du donneur de limites, de la diminution de la fonction paternelle, comment dirais-je, de la dévalorisation de la valeur de l'effort et de la contrainte dans l'enseignement. D'où cela vient-il? Bon, je crois que pour cela, il faut définir la fonction de mère et de père, fonction symbolique, et la fonction symbolique qui n'est plus acceptée maintenant. La fonction symbolique de mère est de nommer un père. Elle seule est capable de nommer un père à l'enfant. Parce que l'enfant qui est tout petit écoute sa maman. C'est sa première référence et c'est elle que l'enfant écoute. Et c'est elle seule qui peut dire à l'enfant « tu écoutes ton père ». Et c'est elle qui le nomme comme père, qui lui donne l'autorité et qui lui donne la parole. Et c'est comme ça que l'enfant peut écouter quelqu'un d'autre que sa maman. Et actuellement, dans la famille, ça ne se fait pas parce qu'on est persuadé qu'on est à égalité et donc que la maman peut avoir la même fonction que le papa. Et très souvent, dans beaucoup de familles, les enfants n'intègrent pas les limites. Et ça me semble assez évident que la maman ne peut pas faire intégrer les limites. La maman est perçue comme une divinité toute puissante par le petit enfant. Une divinité toute puissante, ça veut dire une divinité qui n'a pas de limite. Comment voulez-vous qu'une personne qui est perçue par l'enfant comme n'ayant aucune limite puisse faire intégrer, puisse donner des limites à un enfant et les faire intégrer? Ce n'est pas possible. L'enfant ne conçoit pas que sa maman puisse lui donner des limites puisqu'elle est perçue comme n'en ayant pas. Vous êtes sur RLP 102.3. Donc, retour sur 102.3 avec Monsieur Jean Gabard qui nous expliquait que la diminution de la fonction de père dans la société avait des conséquences désastreuses au niveau des enfants dans les écoles et dans la société. Nous allons étendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la paternité, à votre avis, du rôle du père au XXIe siècle? Quelle a été votre analyse sur ce point? Donc, encore une fois, il faut voir si c'est le géniteur, si c'est le papa ou si c'est la fonction symbolique. Mais moi, quand je parle de père, je parle surtout de la fonction symbolique. Et je dirais que de plus en plus, parce qu'il y a négation de la différence des sexes, peu de personnes jouent la fonction symbolique de père, de même façon que peu de femmes jouent la fonction symbolique de mère. Pour qu'il y ait un père, il faut qu'il soit nommé par la mère, et tant qu'on pense qu'il y a égalité totale entre les femmes, peu de femmes, bien sûr, trouvent la nécessité de nommer un père, c'est-à-dire lui donner l'autorité. Et je dis que ceci est extrêmement important, parce que faire intégrer les limites, c'est la fonction du père, parce que la maman perçue toute puissante par le petit enfant, est mal placée pour faire intégrer les limites toute seule. Elle peut le faire que si elle fait référence au père, si elle montre à l'enfant que ce n'est pas elle qui fait la loi, mais qu'elle respecte la loi qui a été donnée. Et ça, c'est extrêmement dur à entendre aujourd'hui parce que on se veut tous indépendants, on se veut tous à égalité et on voudrait tous pouvoir faire exactement la même chose. Mais on néglige le fait que le petit enfant, lui, ne voit pas les choses de la même façon. Et pour lui, sa maman est une personne toute puissante et il n'a pas envie qu'elle ne soit pas toute puissante. Vous entendez des enfants qui vous disent « Ma maman, elle a fait un enfant toute seule ». Parce que ils veulent que leur maman soit toute puissante. Et ça les arrange bien sûr, parce que si leur maman est toute puissante, ça veut dire que eux aussi restent dans la toute puissance. Vous avez entendu ont ça été faits par une personne toute puissante. Vous avez entendu ça de la part d'enfants que vous avez vus en face de vous au lycée ou au collège? Oh, là, ce sont des petits enfants qui disent ça. Oui, oui, ce ne sont pas des enfants au collège ou au lycée. D'accord, mais vous l'avez entendu en vrai, il y a des enfants qui ont tenu. Ah oui, il y a des enfants qui le disent, oui. Et c'est bien visible qu'ils n'acceptent pas que leur maman ne soit pas toute puissante. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mythe de la Vierge Marie, hein. D'ailleurs. Une femme qui fait un enfant toute seule. Mais d'ailleurs, il me semble qu'au niveau sociétal, certaines avancées législatives vont dans ce sens. Nous, avec la PMA, me semble-t-il, certaines personnes pourront faire des enfants sans père biologique, si j'ai bien compris. Sans père biologique et même sans père symbolique. Il n'y aura pas forcément pas de père symbolique à partir du moment où on veut faire et éduquer un enfant toute seule. Ça, c'est bien sûr assez évident. Non seulement ce seront des enfants qui ne seront faits sans amour, mais en plus qui n'auront pas de père symbolique, ni même de papa. Alors,
Quels seraient pour vous les conseils que vous pourriez donner pour les familles monoparentales, par exemple, quand vous êtes justement un parent tout seul avec un enfant? Comment pouvez-vous, même si vous dites que c'est compliqué, mais quelles sont les solutions pour apporter ces deux fonctions de père et de mère? Eh bien, puisque la fonction symbolique n'est pas forcément jouée par le papa ou le géniteur, il me semble que ça devrait être assez facile pour un couple monoparental, pour une femme seule, de nommer un père. Vous savez, heureusement quand même, les enfants trouvent très souvent des pères ailleurs, heureusement. Et par exemple, je prends un exemple. Vous avez une femme qui est seule, qui est chez elle, qui est en train de bricoler quelque chose. Elle est avec son enfant. Si elle voit passer par la fenêtre un homme et que elle trouve que cet homme, waouh, il est pas mal, elle est en train de l'admirer, cet homme peut devenir un père pour l'enfant. Peut devenir un père, hein, je dis bien. Parce que elle montre qu'elle le désire, cet homme. Si elle le désire, elle montre donc qu'elle manque pour qu'il y ait désir. Et si elle manque, ça veut dire qu'elle n'est pas toute puissante. Et donc ça veut dire que cet homme, qui est admiré par la maman, peut devenir un père pour l'enfant. Bien évidemment, il faut que cet homme soit disponible et veuille bien jouer la fonction de père avec cet enfant. Mais c'est pas toujours le cas, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Moi, je prendrai un cas personnel. J'ai bien sûr eu un père, mais je sais que j'en ai eu un autre. L'autre père que j'ai eu, c'est mon instituteur. Pourquoi? Parce que mes parents l'adoraient. Mes parents adorant cet instituteur, moi, je l'écoutais de mes deux oreilles. Il est devenu un père pour moi. Donc, si une maman seule admire un homme, elle le nomme comme père d'une certaine façon. Ce que je dis n'est pas dans l'air du temps. Hein. J'ai été traité de tous les noms d'ailleurs, sexiste, réactionnaire, Front National, homophobe, tout y passe. Hein. Je crois que notre idéologie actuelle a 30 ans de retard, parce qu'elle est toujours dans la négation de la différence des sexes, alors que maintenant tout est prouvé qu'il y a une différence déjà au niveau génétique, qu'il y a une différence aussi au niveau hormonal, qu'il y a une différence dans la structuration du psychisme. Donc, Monsieur Gabard, si nous vous écoutons, les pères qui ne voient leurs enfants que 4 jours par mois, ou parfois moins, parce qu'on ne leur communique pas, ben pour eux, en fait, c'est perdu. Si la mère désigne un autre père, ils perdent leur enfant? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si le père a joué la fonction de père pendant plusieurs années, il peut très bien rester dans cette fonction de père pour l'enfant. C'est extrêmement difficile pour un petit enfant, mais pour un enfant qui a déjà 10-15 ans, à mon avis, il n'y a pas de problème. Parce que l'enfant est bien conscient des choses à ce moment-là. Alors quand il est tout petit, il suit sa maman, hein, il suit sa maman aveuglément. De toute façon, même s'il ne jouait que son rôle de papa, il n'y a absolument aucune raison qu'il soit évincé de son rôle de papa, parce que le rôle de papa est différent du rôle de maman. Et donc l'enfant a besoin du rôle de maman, il a besoin du rôle de papa aussi. Et si le papa ne peut pas jouer sa fonction de père, eh bien, il est souhaitable que cet enfant puissent trouver un père ailleurs. Je vous dis, je conseille aux papas vraiment de jouer vraiment leur fonction de père, parce que je vous le dis, et c'est très souvent ce qui se passe, ils risquent de devenir inutiles, c'est pour ça qu'on a autant de divorces. À partir du moment où la maman peut faire exactement la même chose que le papa, quand les choses tournent un peu mal, on peut très bien s'en passer. Hein. Alors que normalement, si on réalisait que la fonction de père est indispensable, je pense qu'on réfléchirait à 2 fois avant de demander une séparation. Vous êtes sur RLP 102.3. Monsieur Gabard, comment expliquez-vous cette difficulté à s'exprimer et parfois cette intolérance qu'il peut y avoir envers des personnes qui, comme vous, ne suivent pas la bien-pensance et les idées générales? Je l'explique par le fait qu'on est dans une idéologie actuellement, une idéologie qui a tendance à devenir totalitaire, parce que des personnes sont persuadées, parce qu'elles réagissent contre l'autoritarisme d'avant, qu'elles réagissent contre la société patriarcale et à juste titre, parce qu'elles sont dans le vrai, dans cette critique du patriarcat, elles considèrent qu'elles ont la vérité et que c'est uniquement leur vérité qui compte, et tout ce qui n'est pas leur vérité, eh bien, c'est de l'hérésie. Et moi, je suis considéré par certains féministes comme un hérétique, et on me donne l'étiquette de réactionnaire et de sexiste, comme ça c'est un moyen de me diaboliser et
d'empêcher que je parle, quoi. Bah écoutez, avec nous, vous avez pu parler. Bon, il est clair que l'association Équité Parentale, elle, se place en tant que réponse dans les permanences à tout type de parents. Donc nous sommes obligés de constater que la société évolue, que nous avons aussi des couples de la modernité et que les problématiques de séparation avec enfants dans tous les types de couples doivent être soulagées. Il faut penser à l'enfant d'abord. Mais bien sûr, tout à fait d'accord. Donc, tout à fait d'accord. Nous pensons à ceci. Nous ne je vous dis, posons pas moi, la question, nous, de l'obtention des droits ou de d'où viennent ces droits et autres. On prend en fait la société telle qu'elle est, puis on essaye d'adoucir ce contexte de recomposition. Nous regrettons, par contre, comme vous, que la paternité soit dévalorisée dans sa fonction, quelle que soit la personne qui la manifeste, qu'elle soit parfois aussi publiquement combattue, hein, parce que j'ai l'impression que parfois ce rôle de fixeur de limite est publiquement combattu, et après nous arrivons à des rues en feu, à des gens qui ne savent plus écrire. Oui, mais bien sûr. Mais vous pouvez le constater actuellement, c'est sûr que la paternité est dévalorisée, mais de toute façon c'est l'homme en général qui est dévalorisé, puisque on dénie la différence des sexes, ça veut dire qu'on ne respecte plus la différence des sexes. De la même façon que pendant des millénaires on n'a pas respecté la différence de la femme, maintenant c'est le contraire, en réaction, on ne respecte pas les différences de l'homme, et on voudrait que pour que l'homme soit bien, il faudrait qu'il devienne une femme maintenant. Nous sommes tous des féministes, il ne faut pas que ce féminisme se fasse au détriment de la masculinité et de la paternité, ce serait dommage. Bien évidemment. Il faudrait que nous arrivions à avancer tous ensemble. D'accord. C'est en respectant la différence des sexes, justement, que l'on peut entrer véritablement en relation et progresser ensemble. Par contre, vous avez constaté, durant votre carrière, une forte baisse du niveau dans l'éducation nationale qui est liée, à votre avis, à une évolution du mode éducatif de nos sociétés. Est-ce que j'ai bien résumé, en fait, ce que vous nous avez expliqué ? Oui, donc au manque de pères qui se traduit par un manque de limites, et je crois que tout le monde le constate dans la société, donc on a de plus en plus d'enfants qui ne respectent pas les limites. Oui, la télévision est assez parlante en ce moment. Quel est votre regard sur l'avenir ? À votre avis, comment ça va évoluer ? Comment les méthodes éducatives, déjà à l'éducation nationale, dans quelle direction vont-elles ? Et à votre avis, comment va se placer la famille dans les années à venir ? Qu'est-ce que vous sentez comme tendance ? Disons qu'actuellement, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens, mais moi, je reste quelqu'un d'optimiste parce que je vois l'évolution de l'humanité et je considère que pendant des millénaires, donc jusqu'au XVe siècle, l'humanité a été dans l'enfance. Depuis le XVe siècle, on est passé dans l'adolescence. Et actuellement, on est en pleine crise d'adolescence. C'est la raison pour laquelle je dis qu'actuellement, ça ne va pas très bien. Mais comme je crois en l'humanité, en l'humain, un humain qui ne sera jamais parfait, bien sûr, mais je crois que on peut espérer devenir un jour adulte, passer à l'âge adulte. Alors qu'aujourd'hui, on est dans la crise d'adolescence, c'est-à-dire on rejette tout ce qui nous a été enseigné avant et qui nous a été peut-être pas mal enseigné, je dirais, mais différemment, parce que justement, on était dans l'enfance. Un petit enfant de 3 ans, on ne peut pas dire la même chose à un adulte de 25 ans. Donc on ne veut plus être traité comme des enfants, et c'est très bien. C'est la raison pour laquelle je dis que je ne serai jamais réactionnaire. Je ne veux absolument pas revenir dans l'enfance, mais par contre que ceux qui sont dans l'idéologie actuelle, je dirais qu'ils sont conservateurs. Parce que pour moi, être progressiste, c'est vouloir avancer, c'est-à-dire vouloir devenir adulte. Vous êtes sur RLP 102.3. Donc vous me disiez que vous aviez fait des conférences avec des forces de l'ordre qui étaient là pour vous protéger ? Oui, bien sûr, parce que des gens n'acceptent pas donc de m'entendre, mais ils n'acceptent pas non plus qu'on puisse m'entendre. Parce que je suis censé dire des choses qui sont abominables, et ce sont des gens qui sont persuadés de défendre la démocratie en adoptant des méthodes qui sont totalitaires. C'est très violent en fait tout ça. Ah ben c'est extrêmement violent. Vous avez subi des menaces pour avoir dit ce genre de choses ? Ah ben bien sûr, oui. Mais ça n'a pas été subi d'effet, c'était que des menaces. C'est pas simplement moi qui subis des menaces, ce sont les organisateurs qui subissent des menaces. Et qui c'est qui vous menace ? Qui c'est qui vient empêcher comme ça de... Eh ben, ce sont des féministes qui ne sont pas d'accord avec moi et qui pensent que je n'ai pas le droit de parler, on ne devrait pas me donner le droit à la parole. Et vous me disiez que vous avez beaucoup évolué dans le cours de votre vie avant d'avoir ces avis-là aujourd'hui ? Ah ben bien sûr,
depuis, j'étais dès 68, en 68 heures convaincu, et à ce moment-là, bien évidemment, quand je voyais les erreurs du système patriarcal, je ne pouvais qu'être féministe à ce moment-là, et je l'ai été à fond. J'ai étudié dès les années 70 les études de genre, hein. On en parle beaucoup maintenant, mais en 70, j'avais lu un livre qui s'appelait La fabrication des mâles, qui allait totalement dans ce qu'on appelle maintenant la théorie du genre, qui n'existe pas d'ailleurs, la théorie du genre. Mais j'étais effectivement convaincu que c'était vrai. Et depuis, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris qu'effectivement, les études de genre avaient fait progresser, bien sûr, la démocratie, puisqu'elles mettent en avant la construction sociale, et une construction sociale qui peut être sexiste. Donc ça, c'est un progrès. Mais par contre, je me suis aperçu qu'elle se trompait aussi en disant que toutes les différences hommes-femmes venaient de la construction sociale. Alors qu'il n'y a pas que ça qui fait un homme et une femme. Il y a bien sûr la construction sociale, mais il y a aussi tout ce qui est génétique, et il y a la structuration du psychisme que l'on dénie aujourd'hui parce que, bizarrement, et c'est là que je dis que certains féministes sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'on nie ce qu'il y a dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on veut revenir au XVIIIe siècle quand on était persuadé que c'était la raison qui faisait l'homme. Uniquement la raison qui faisait l'homme. J'appelle ça être réactionnaire, revenir au XVIIIe siècle. L'inconscient ne se maîtrise pas, mais on peut difficilement nier que dans chaque humain, il y a un inconscient, une part de l'inconscient. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire, parce que quand on parle de construction sociale, la construction sociale, ça se passe aussi dans l'inconscient. Okay. Donc, c'est un peu bizarre comme argument de dire que la structuration du psychisme, c'est l'inconscient et ça n'existe pas. Vous me disiez que l'éducation nationale n'était pas forcément d'accord avec vos livres et vos théories? Ben non, bien sûr. Puisque l'éducation nationale, elle suit l'idéologie dominante. Puisque le ministre de l'Éducation nationale, il dépend des électeurs, donc il a intérêt à suivre l'idéologie dominante. D'accord, et ça s'est traduit comment? Ils vous ont embêté? C'est au niveau des inspections, bien sûr, puis c'est au niveau des remarques. Et au niveau de la difficulté après d'enseigner auprès des élèves, bien sûr, quand vous avez l'inspecteur contre vous, la direction de l'école contre vous, les parents contre vous, ça fait mal, bien sûr, avec les élèves. Et vos élèves, ils étaient contents de venir avec vous en cours ou pas? Certains élèves, oui, d'autres non. Déjà, comme beaucoup d'enseignants, à partir du moment où on veut jouer la fonction de père, on n'est pas accepté, et que les parents ne nous donnent pas cette fonction, donc on est accepté que si en maternant. Et c'est-à-dire que si finalement on fait du chantage affectif, quoi. Au lieu d'être de l'éducation, c'est du chantage affectif. Vous disiez, on vous demandait de mettre des bonnes notes, vous me disiez? Ah ben bien sûr. Mais au bac, c'est tout le temps comme ça. Vous avez un élève qui a 8 à un exercice, on vient vous demander de monter sa note pour qu'il arrive à une moyenne. Vous allez corriger le bac? Oui, oui. Et vous avez des instructions en corrigeant le bac? Ah mais oui. Et au brevet, c'est pareil. On a quelqu'un qui intervient dans la salle, vous pouvez pas qui veut mettre un point à telle personne, qui veut en mettre un autre, et c'est comme ça. Et de toute façon, déjà à l'école, c'est ça, parce que pour ne pas avoir d'ennui, il faut mettre des bonnes notes, et pour avoir des bonnes notes, c'est facile. Vous donnez une leçon à apprendre, vous dites aux élèves à quel moment ils vont être interrogés, et même en leur disant à quel moment, une fois qu'ils ont fait l'exercice, vous comptez, vous mettez un barème qui fait que tout le monde va avoir 12 ou 13 ou 14. C'est extrêmement facile. D'accord. D'ailleurs, ça c'était recommandé par le ministère. Il fallait valoriser les élèves. Et je trouve ça d'ailleurs totalement aberrant, parce que en démocratie, on n'a absolument pas à juger les élèves. On ne juge pas les personnes en démocratie. On juge ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Oui, la production de manière anonyme, alors, bien sûr. Oui, oui. Donc on n'a pas à dire que un élève est mauvais, ça certainement pas, mais on n'a pas non plus à dire qu'un élève est bon. On a simplement à juger son travail. Et si le travail, il n'y a rien du tout au niveau du travail, moi j'avais aucun problème à mettre 0 un devoir. S'il n'y a rien. Donc, le devoir était nul. D'accord. Et je n'ai jamais dit à l'élève qu'il était nul. J'ai dit à l'élève, on t'a vu, là tu t'es complètement planté, la prochaine fois, il faut faire mieux. D'accord. Mais là, je vous dis, on est dans un monde de confusion. Mais c'est normal, puisque on ne veut pas de la séparation de la mère. Donc on reste dans la fusion et dans la confusion. Okay. Alors vous voyez, moi, à tous les conseils de classe, c'était, mais Monsieur Gabard, comment se fait-il qu'en histoire-géographie, les élèves, certains élèves, qui est un bon élève, ait d'aussi mauvaise note? Soi-disant, il était bon élève, parce qu'il apprenait par cœur ses leçons, et qu'il était capable de rabâcher bêtement ce qu'il avait appris. Et chaque fois, comment ça se fait qu'il n'y ait pas des bonnes notes? Eh ben non, il n'avait pas des bonnes notes, bien évidemment.
D'accord, donc c'était Monsieur Gabard avec Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi, publié en 2006 aux éditions de Paris, ainsi que Materner ou éduquer, refonder l'école en 2016, si je ne me trompe pas, toujours aux éditions de Paris, qui était sur RLP 102.3. Monsieur Gabard, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.